Mais écoutez, ce que je voudrais, parce que vous me demandez de partager mon expérience, c'est peut-être avant de répondre à proprement parler à votre question, en revenir sur l'expérience que moi j'ai vécue en tant que jeune diplomate de 24 ans, envoyé en Ouganda donc en 1987, sans connaître ce qu'était la région, mais découvrant assez vite qu'il y avait un problème de réfugiés rwandais dans toute la région des Grands Lacs. Et ensuite, étant donc numéro 2 de l'ambassade de France à Kampala à l'époque, j'étais jeune, mais c'était une petite ambassade, j'étais donc aux premières loges, effectivement, au moment de l'offensive du Fonds patriotique rwandais, le 1er octobre, composé pour l'essentiel, comme vous le savez, de réfugiés Tutsis, en Ouganda, mais aussi dans d'autres pays voisins, et qui donc, lassés de ne pas pouvoir revenir au pays, lassés de voir leur citoyenneté complètement déniée, ont décidé un jour de prendre les armes et de mener une offensive éclair pour abattre le régime d'Abiyarimana, je crois que c'était vraiment l'idée, et prendre le pouvoir à Kigali. Malheureusement, à l'époque, et moi c'est ce que j'ai pu constater en étant basé à Kampala, il y a au moins 3 pays, dont un qui a joué un rôle plus important que les autres, c'est la France, qui ont réagi, je dirais, de manière quasi pavlovienne, et qui ont volé au secours du régime d'Abiyarimana. Alors ces 3 pays, c'était la Belgique, effectivement, ancienne puissance coloniale. C'était aussi les forces armées zaïroises de Mobutu. Elles ne sont pas restées très longtemps. Et ça a surtout été la France. Comme vous le savez, le corps expéditionnaire belge est reparti assez vite. Le régiment zaïrois s'est tellement mal comporté, puis je crois que le général Makoko a été arrêté, c'est tellement mal comporté que même Abiyarimana a voulu qu'il reparte. Et finalement, les seuls qui sont restés durablement, au moins jusqu'en décembre 1993, ça a été les troupes françaises. Donc c'est ce qu'on a appelé l'opération Norois, puisque bien souvent on se focalise sur Turquoise. Turquoise, ça c'est à partir de juin 1994, alors qu'en fait le génocide est déjà consommé. Mais en fait l'intervention militaire française, elle démarre dès le 3 octobre 1990, et c'est quelque chose qui s'appelle Norois. Et en fait, Norois, tout simplement, ça met fin à cette offensive éclair du FPR, qui avait à sa tête au tout début Fred Rwigema, qui semblerait être peut-être la première victime rwandaise des combats. Bon, ça c'est assez étonnant, c'était lui le général, c'est un général très expérimenté, qui s'était beaucoup battu dans la NRA de Museveni. Et donc, le 3 octobre, la colonne du FPR qui est censée déferler sur Kigali, en fait, elle est détruite. Elle est détruite militairement par des hélicoptères. Des hélicoptères aux couleurs de l'armée rwandaise. Et après, il y a des tas de supputations sur savoir qui était aux commandes des hélicoptères. Ensuite, ça c'est l'histoire, il y a brièvement une guerre d'opposition dans la Kagera. Et après, il y a donc Paul Kagame, qui à l'époque est encore un officier de l'armée ougandaise, est en formation aux États-Unis à Fort Leavenworth, et qui en fait, fin octobre, début novembre, quitte les États-Unis, revient en Ouganda et au Rwanda, prend le commandement du FPR et change complètement la stratégie. Et donc ça devient finalement une guerre de guérilla à partir des volcans et qui petit à petit épuise le régime d'Abiyarimana et son armée. Le problème, c'est que ce régime, qui était un régime en bout de course, qui était un régime très corrompu, c'était connu, avec effectivement ce système politique fondé sur cette division cette instrumentalisation de ce clivage entre Hutu et Tutsi dont l'ambassadeur et le ministre Sezibera a beaucoup parlé. Et donc ce régime, il a pu tenir militairement parce que il y avait des militaires français de Norois, et il y avait aussi ce qu'on appelait le DAMI. Le DAMI, c'était le détachement d'assistance militaire et d'instruction. Donc c'était une trentaine d'hommes, pour l'essentiel des officiers et des sous-officiers, pour la plupart des troupes de marine, ce qu'on appelle les troupes de marine en France. Voilà. Ils ne sont pas des marins, mais enfin disons c'est les héritiers des troupes coloniales, et la Légion étrangère. Donc c'est des soldats relativement compétents. Alors évidemment, ces soldats, ils agissaient sur instruction, ils étaient sur ordre. La France est un pays démocratique depuis quand même quelques temps, ce qui n'empêche pas parfois de faire effectivement des erreurs très très lourdes de conséquences, malheureusement. Et donc, ces soldats, en fait, ils avaient été envoyés sur décision du président de la République, François Mitterrand à l'époque, qui pensait qu'Abiyarimana était un allié qu'il fallait défendre. Et ça a duré, en fait, d'octobre 90 au moins jusqu'à décembre 93. Et le problème, c'est que pendant que ces soldats, donc à la fois le DAMI d'un côté, avec notamment différents officiers supérieurs qui étaient quand même très très proches de l'état-major des forces armées rwandaises. Il y avait aussi des gendarmes. On sait que la coopération militaire, disons à l'époque, entre la France et le Rwanda a démarré sous la gendarmerie.
Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'accord de défense en tant que tel, mais il y avait un accord de coopération militaire. C'est sur cette base-là qu'il y a eu cette intervention. Et donc pendant que ces soldats aidaient finalement les forces armées rwandaises et la gendarmerie à résister à l'attaque du FPR, aux offensives du FPR, il y avait aussi un appareil politique, donc de l'État-parti MRND, puisqu'au départ c'était un parti unique, qui lui était en train de planifier le génocide. Parce qu'effectivement, on est tous ici, pour la plupart des bureaucrates, on sait très bien que pouvoir être capable de tuer 1 million de personnes en 100 jours, c'est pas uniquement un travail d'assassin, c'est avant tout un travail de bureaucrate, c'est un travail d'administrateur, c'est un travail de logisticien, c'est un travail de gens qui préparent les esprits. C'est aussi un travail d'idéologue, évidemment. Il y a le rôle de Radio Mille Collines. Et en fait, le génocide, je dirais, de grande intensité, effectivement, il a démarré le 7 avril. Mais il y a un génocide de basse intensité qui avait démarré bien avant. Il y a eu les persécutions, le ministre Bizimana en a parlé notamment à Guy Sozy, les persécutions contre les Tutsis, donc avec différentes vagues de persécutions, donc autant de vagues de réfugiés en 59, en 63, en 73. Ça redémarre évidemment en 90. En 90, les Tutsis, octobre 90, deviennent des ennemis de l'intérieur. C'est comme ça que l'État-parti MRND les désignait. Et il y a les premiers massacres, le massacre des Bagogwe, ça c'est début 91. Et ensuite, il y a les massacres aussi de masse dans le Bouguessera, et on peut dire qu'en 92, début 92. Et ça, en fait, c'est une répétition, c'est une espèce de répétition générale de ce qui se produira en avril, en mai, en juin. Et là, force est de dire que, si ce n'est la communauté internationale, mais en tout cas certains pays étaient au courant. Et en France, on avait les moyens d'être au courant. Quelques personnes étaient au courant. Ici, il y a eu l'attaché de défense, le général Galinier, qui a mis en garde dès fin 90 contre les risques que les Tutsis, couraient au Rwanda, et contre les risques que la politique française faisait courir au Rwanda et à la France. Parce que le problème, c'est que quand on permet à un régime de commettre un génocide, c'est aussi soi-même qu'on atteint quelque part. C'est les valeurs que l'on promeut, que l'on défend. Et donc c'était aussi finalement un affaiblissement considérable de la France et de son magistère moral. France, quand même, pays des droits de l'homme, membre permanent du Conseil de sécurité. Bon, mais il y a eu d'autres individualités. Il y a eu le général Varey, qui était le chef de la mission militaire de coopération à l'époque, qui est venu plusieurs fois au Rwanda, qui connaissait bien, évidemment, tous les responsables militaires, notamment rwandais, et qui à chaque fois était plus effaré par ce qu'il constatait. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais été entendu, il a fini par être écarté. Il y avait alors, moi-même, j'étais un diplomate junior, entre guillemets, mais j'avais quand même été numéro 2 à Kampala, donc de 87 à avril 91. En mai 91, je retourne à Paris, je fais 2 rapports en expliquant pourquoi on fait fausse route au Rwanda et pourquoi on risque d'aboutir à une catastrophe. Alors, je vais être honnête, je n'avais pas pensé que le régime d'Abiyarimana serait capable de tuer 1 million de personnes en 100 jours. Mais je savais 2 choses. Je savais d'une part que le FPR ne pouvait plus faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il était impossible d'imaginer que les gens du FPR, ayant subi au départ effectivement une défaite, l'offensive éclair avait échoué, puissent simplement, pour les uns, rentrer en Ouganda, reprendre leur service dans la NRA, pour les autres, retourner, je sais pas, au Burundi, au Zaïre, en Tanzanie, en Belgique, que sais-je encore, et disent, voilà, on a essayé, on a échoué. Non, ils n'avaient pas d'autre choix que de gagner. Donc moi, j'ai toujours su que le FPR serait un jour au pouvoir à Kigali. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, je savais aussi que plus les combats dureraient, plus il y aurait de morts. Ça, c'était une évidence. Et je savais que ça pouvait être très dur, puisque, même si c'est pas tout à fait pareil, mais j'avais l'expérience en tant que jeune diplomate du triangle du Loup-Héros, donc pour ceux qui connaissent, qui a été donc un des hauts lieux de la lutte de la NRA de 81 à 86, avant que Museveni prenne le pouvoir. Et dans le triangle du Loup-Héros, quand moi je suis arrivé en Ouganda, donc en août 87, il y avait à l'entrée de certains villages, le triangle du Loup-Héros, c'est en fait à l'ouest de Kampala, en allant vers Masaka, et puis une ville qui s'appelle Loup-Héros, d'où le nom, il y avait des pyramides de crânes. Et on estime qu'il y a eu à peu près 300 000 morts dans le triangle du Loup-Héros de 81 à 86. Donc à 300 000 morts aussi, pour l'essentiel des civils, on n'est pas loin d'un génocide. Je ne crois pas que ça a été qualifié comme ça, mais enfin on est forcément pas très loin. Et donc, plus les combats duraient au Rwanda, plus il était évident qu'il y aurait de morts, plus le régime
à jouer cette carte ethnique, entre guillemets, hein, même si on sait que les Tutsis et les Hutus ne sont pas des ethnies, mais ça a été expliqué abondamment par le ministre Sezibera. Et donc la France, malheureusement, met un petit noyau de responsables et un petit nombre de militaires, je pense aveuglés simplement par la volonté, et de diplomates aussi d'ailleurs, malheureusement, hein, il y avait des ambassadeurs de France ici, mais aveuglés simplement par le désir de faire plaisir à leur hiérarchie, pour les militaires d'avoir des étoiles, pour les diplomates d'avoir des ambassades plus prestigieuses, ont permis que cette politique se développe, ont donné du crédit à un discours qui était complètement faux, c'est-à-dire que, bon, il y avait, vous savez, le cycle de négociation d'Arusha, et il y avait officiellement un Abiyarimana qui démocratisait son régime, puisqu'on est passé au multipartisme et qu'on est passé au pluralisme des médias et de la presse. Mais quand le multipartisme, c'est les CDR, c'est un parti ouvertement raciste et fasciste, et c'est au sein de chaque parti qui se crée le Hutu Power, ou quand le pluralisme de la presse, c'est Radio Mille-Collines, ben, il vaut peut-être mieux pas de pluralisme. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un double langage total qui permettait à une partie de la communauté internationale de dire « regardez, ce régime se libéralise, la preuve », et en même temps on est obligé de le sortir militairement pour qu'il puisse continuer à se libéraliser. Mais la réalité, c'était pas ça, c'est qu'il y avait un double langage total. Il y avait une espèce de façade de démocratisation, c'est-à-dire que le MRND est d'ailleurs même devenu le MRNDD, hein, c'est-à-dire que c'était Mouvement Révolutionnaire National pour le développement, et le deuxième D, c'était devenu la démocratie. Mais une démocratie qui consiste à tuer sa propre population, c'est tout sauf une démocratie. Hein, RTMLN, enfin c'est un radio-télévision libre, pardon, LMF, enfin, libre des Mille-Collines, vous voyez, elle est libre, mais libre quoi? Libre de tenir un discours de haine contre les Tutsis. Kangoura, c'était la presse libre, mais c'était une presse venimeuse, ignoble. Et donc malheureusement, alors qu'objectivement on avait les éléments pour voir ça, on a refusé de le voir, et les gens qui ont tiré la sonnette d'alarme, en tout cas en France, ils ont été mis de côté.